Dans ce document, c'est Robin qui l'a cherché, qui l'a fait. On voulait savoir ce qui s'était passé au niveau de la prévalence de nos blessures lors de la saison dernière. Euh, Parce qu'on a eu une saison sportive assez difficile. On a fini dernier du championnat, on a été relégué. Donc, même si c'est des raccourcis rapides, on peut dire qu'on avait un niveau de jeu inférieur aux autres équipes dans la plupart des domaines de la perf et que c'était aussi une saison morose pour le mental de tous les gars. Donc, on a demandé à Robin de répertorier, d'analyser tout le répertoire de blessures que l'on note à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait mal, qui loupe un entraînement ou pas. C'est juste pour savoir quelle blessure il a eu, comment c'est arrivé et combien de temps ça a duré. Donc, pour commencer la présentation, voici les zones blessées de nos joueurs. On voit il y a des zones qui se sont démarquées plus que d'autres, hein. Là, vous pouvez voir tout ce qui est en rouge. Donc, genoux, tête, cheville, épaules, mollets, dos, ischio-jambier sur l'année. Bon, bah, après, je pense qu'il n'y a rien d'extravagant vis-à-vis des blessures qu'on peut trouver dans les autres clubs de rugby. Là, on voit aussi le cumul de tous les jours loupés par les joueurs suivant leurs blessures. Donc, avec, par exemple, les blessures à la tête, qui sont les blessures qui sont les plus longues. Donc, c'est notamment et presque à 100% à cause des commotions. Suivant les joueurs, leur nombre de commotions, ils avaient un délai de retour au jeu beaucoup plus long qui est imposé pour qu'ils puissent récupérer toutes leurs capacités cognitives. Ouais. Alors ensuite, les ratios de blessures bloc par bloc. Bon, pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement du rugby, on va dire hors top 14, ça fonctionne par bloc d'un certain nombre de matchs avec des semaines de repos, ce qui nous permet, nous, de cycler notre travail. Et après la semaine sans match, qui est de repos ou pas, suivant le choix du staff, de commencer un nouveau cycle. Donc là, on peut voir le nombre de blessures suivant les blocs de la saison. Donc au niveau des blessures les plus fréquentes, cette année-là, ben, ça a été les lésions musculaires, hein. Voilà, c'est intéressant de faire la comparaison parce que ce qui nous a coûté le plus d'indisponibilité sont des blessures à la tête, mais ce sont les lésions qui ont été le plus fréquents. Ensuite, on a eu les entorses, les contusions, donc tout ce qui est coups qui provoque ou des béquilles ou des incapacités à s'entraîner, et des commotions. Voilà, vous avez le diagramme avec l'origine des blessures, qu'elles soient musculaires, articulaires ou osseuses. Donc, par rapport à chaque type de blessure, vous les avez par bloc au niveau des lésions. Comme ça, on peut voir à quel moment de la saison les types de blessures ont eu le plus d'importance. Entorse, commotion, vous voyez, le bloc 2, on a eu 8 commotions, ce qui est énorme. Et les contusions, ben, c'est assez équilibré bon, ben, parce qu'on fait un sport de contact et les joueurs prennent des coups. Donc vous avez la même chose en diagramme. Les couleurs peuvent vous donner une idée de l'importance de chaque nature de blessure. Voilà, au niveau des indisponibilités, donc de la pré-saison au bloc 6, qui était l'avant-dernier bloc l'an passé, parce qu'il nous restait un petit bloc. Et puis pour commencer à l'année qui allait suivre, on avait besoin de faire tout le travail avant de partir en congé et de mettre tout en place. Donc on avait occulté le dernier ou les deux derniers matchs. Donc, ça n'allait pas changer la philosophie du compte rendu. Donc, on peut voir que les blessures de 3 à 7 jours sont les plus fréquentes, mais qu'on en a eu pas mal quand même de 3 à 4 semaines.
ce qui peut faire louper un bloc entier à un joueur. Et après, vous avez la même chose par bloc de match, donc pré-saison, bloc 1, bloc 2, bloc 3, jusqu'au bloc 5. Et si vous pouvez remarquer que plus on avance plus le bloc est loin dans la saison, plus le nombre d'indispos longues s'agrandit. Donc après, on a les indisponibilités par type de blessure pour voir quel type de blessure est le plus long. Ça, par définition, mais ça va être les blessures les plus embêtantes. Donc celles qu'il va falloir essayer de mettre en œuvre pour faire baisser cette prévalence. Donc, vous avez ça pour les lésions, pour les entorses, pour les commotions. Là, vous voyez, les commotions, 13 semaines. On a eu 2 à 13 semaines. Donc, ça peut être très handicapant suivant le niveau du joueur et son poste. Voilà, les contusions, vous voyez qu'on en a eu beaucoup. Elles sont dans le top 4 des blessures, mais ça ne dure jamais trop longtemps. Après, on a voulu regarder par rapport au type de joueur, suivant si c'est un jeune, si c'est un vieux, avec un gros âge de rugby, on va dire. Et là, vous pouvez remarquer que plus l'âge augmente et plus les blessures augmentent. Donc, ça peut être aussi lié à l'âge, mais souvent, les vieux joueurs sont les plus expérimentés, très certainement les meilleurs, donc ils jouent plus de matchs, donc ils sont plus en train à se faire mal, bien qu'ils soient aussi, par définition, un peu plus fragiles la plupart du temps. Ensuite, on a classé les joueurs, on a créé, on appelle ça un taux d'athlétisation, donc c'est très empirique. C'est de savoir si le joueur il a des bonnes capacités sur les mouvements muscu, sur ses techniques sur le rugby, sur sa composition corporelle, sur son état physique général. Et là, ça nous a donné comme information que plus on était athlétisé, moins on était enclin à la blessure. Donc, pour faire un parallèle avec l'haltérophilie, les meilleurs joueurs sont tous qui rentrent dans des hauts niveaux d'athlétisation, sont des personnes qui ont des bons ratios de force et des bons ratios de performance sur les mouvements d'haltérophilie que l'on utilise. Donc, c'est peut-être un raccourci, mais c'était une piste que l'on a envisagée. Et ensuite, on a classé par ceux qui, suivant le niveau, ça en corrélation aussi avec l'expérience, ceux qui avaient joué déjà en top 14 étaient moins enclins à la blessure et le club montait en fait l'année dernière et ceux qui venaient du niveau d'en dessous sont ceux qui se sont le plus blessés. Bon, c'était aussi ceux qui étaient le plus nombreux dans l'effectif. Donc voilà, il faut voir objectivement toutes les statistiques. Et on avait fini aussi par les origines des joueurs, par expérience. Enfin, un joueur de l'hémisphère sud, dans les premiers temps qu'il arrive, et il était plus sujet aux lésions musculaires. Donc, je ne sais pas si c'est le changement d'hémisphère, les décalages horaires qui durent plus longtemps que ce que l'on peut penser. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, pour mettre en parallèle avec l'haltérophilie, on voit que nos zones de hanches, de genoux, de chevilles ont été des zones durement touchées. Donc, ce qui peut, pour les spécialistes en haltérophilie, vous faire penser de suite aux caractéristiques de mouvement. Tout ce qui est lésion, c'est avec contact pardon, tout ce qui est blessure, c'est avec contact ou sans contact. Euh, Tout ce qui va être sans contact pour les lésions ou même les entorses, ça va être par rapport aux articulations, aux muscles, c'est souvent fait à haute vitesse. Donc, les mouvements d'haltérophilie performés doivent être exécutés à des vitesses élevées.
Donc, c'est intéressant de faire ce parallèle aussi. Et de manière empirique, hein, bon, après, ce n'est que mon avis, mais depuis que j'ai commencé à travailler, les joueurs qui ont le plus gros épaulé en termes de performance sont les joueurs les plus durs à plaquer. Donc souvent ça, à part bien sûr, il y a des joueurs qui sont durs à plaquer, mais leur expérience rugby fait que ils ont des limitations dans le mouvement, donc on est obligé d'adapter. Ça ne les empêche pas d'être performants sur le terrain. Mais de là, on peut faire le parallèle donc avec les blessures en contact, et notamment avec les commotions. Parce que si on est dur à plaquer, ça veut dire qu'on domine sa collision ou son 1 contre 1. Et donc, on est moins enclin à se faire mal parce que c'est le joueur qui va donner le tempo de son affrontement. Donc, de ce constat, on a pu, on a pu faire plein de liens avec l'utilisation de l'haltérophilie dans la performance, bien sûr, qui n'est plus à démontrer dans les sports où il faut démarrer fort, il faut aller vite, hein, mais aussi dans la prévention de blessures. Et comme mes amis vont vous le présenter par la suite, dans le retour au jeu. Merci Max pour le début de la présentation. Je vais être assez transversal par rapport au bilan des blessures. Déjà, je tiens à dire que c'est un bilan quand même bien, bien complet. Ça fait plutôt plaisir. Donc, bon travail Robin et Max. Alors, je vais présenter les blessures principales. Et vu que Maxence a dit que les blessures principales, en tout cas dans votre étude, dans vos bilans, c'était les blessures à la tête et les blessures notamment aux genoux, aux chevilles, les lésions musculaires, on va présenter un petit peu ces blessures. Alors, quand on parle de lésions musculaires ou lésions myopneumatiques, c'est-à-dire la lésion qu'il va y avoir entre la partie musculaire et la partie conjonctive, les lésions principales, bien sûr, ça va être aux ischios, au rugby. Après, il va y avoir des blessures au niveau du mollet. Alors, au mollet, précisément, ça va être le solaire ou le gastrocnémien. Les quadriceps. Alors, les quadriceps, généralement, c'est le grand droit qui vient s'être lésé. C'est le seul muscle qui va être lésé en mécanisme intrinsèque, c'est-à-dire pas forcément avec une béquille. Et les adducteurs. Adducteurs, c'est essentiellement le long adducteur qui est touché. Au niveau des mécanismes lésionnels, bien sûr, on peut avoir des béquilles, donc des mécanismes extrinsèques. Voilà, un choc direct sur le muscle peut venir le léser. On peut avoir aussi les mécanismes intrinsèques. Intrinsèque, c'est le joueur qui se blesse tout seul. Il y a le mécanisme le plus fréquent pour les ischios, et d'autant plus pour le biceps fémoral, c'est le sprinting type. C'est-à-dire que c'est en sprint, une grosse accélération, on va venir mettre une grosse mise en contrainte au niveau du biceps fémoral qui peut venir se léser. Le overstretching type, ça peut aussi arriver, d'autant plus par exemple pour le semi-tendineux. Au niveau des mollets, c'est essentiellement les réceptions de saut. C'est un joueur qui va sauter à la réception, ou alors une grosse accélération où on peut avoir une grosse mise en contrainte du solaire ou du gastrocnémien. Le quadriceps, il y a pas mal de mécanismes lésionnels. Ça peut être en accélération, en décélération, des atterrissages de saut. Ça peut être aussi des shoots. J'ai déjà eu un joueur qui s'est fait une lésion il n'y a pas longtemps en shootant un ballon au niveau du grand droit. Et les adducteurs, il y a énormément de mise en contrainte dans les changements de direction. Au niveau du genou, donc Maxence a mis l'accent aussi sur les blessures au niveau des genoux et des ménisques. Si on devrait résumer les pathologies principales qu'il peut y avoir dans les rappels, c'est les atteintes ligamentaires. Donc, on peut avoir une atteinte au niveau du ligament collatéral latéral et au niveau du collatéral médial, comme sur le schéma. On peut avoir bien sûr une atteinte au niveau du pivot central, donc le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur, et aussi possiblement des lésions méniscales, ménisque interne qui arrivent d'autant plus souvent, et ménisque externe. Au niveau des mécanismes lésionnels, pour le ligament collatéral médial, c'est le genou qui part en valgus. Valgus, ça veut dire que c'est le genou qui va rentrer à l'intérieur. Ça peut se faire tout seul, en mécanisme sans choc direct, ou alors ça peut se faire à un joueur qui arrive un peu en gros plaquage sur le genou, amène le valgus qui va venir mettre en contrainte ce collatéral médial et peut-être possiblement le léser. Le ligament croisé antérieur, ou LCA, le mécanisme lésionnel principal, c'est celui qu'on appelle le pivot shift, comme le schéma qu'on peut voir en bleu au milieu. Pivot shift, c'est là où on va avoir une compression axiale au niveau du genou, une rotation interne du tibia et rotation latérale du fémur, accompagnée d'un valgus dynamique.
Et généralement, ce qui accompagne ce mécanisme lésionnel, c'est comme on peut le voir sur le schéma à droite, en noir, avec le squelette, c'est une inclinaison homolatérale du tronc du côté de l'appui. Il peut être aussi un adjacent au ligament croisé antérieur. Pour les problèmes de ménisque, généralement, ce sont les mises en contrainte en compression et rotation. C'est ça que les changements de direction sont assez pourvoyeurs de risques de blessures méniscales. Et bien sûr, tous les exercices à dominante de genoux en renforcement, par exemple les squats, les fentes, si c'est fait de manière pas assez progressive. Ça va mettre de grosses contraintes aux ménisques. Ça peut être des très bons exercices d'ailleurs pour adapter les ménisques, mais si c'est fait de manière brutale, ça peut être un risque. Pour le ligament croisé antérieur, donc petit zoom là-dessus, des études relativement récentes sont de plus en plus d'accord pour que c'est un mécanisme lésionnel qui arrive quand même assez souvent dans le rugby sans forcément de contact, donc dans 70% sans contact direct, principalement dans des phases offensives. Généralement, ce sont des changements de direction offensifs, et parfois en se faisant plaquer, en plaquant un autre joueur ou en faisant une pression sur un joueur. On a parlé un peu de la cheville dans le bilan des blessures. Donc, pour la cheville, les ligaments principaux, ce sont les ligaments latéraux et essentiellement le ligament talofibulaire antérieur. Quand on se foule la cheville, généralement, le ligament le plus fréquemment touché, c'est celui qu'on peut voir sur le schéma du bas, là, le antérieur talofibulaire ligament. On a aussi le ligament encore plus en latéral, le ligament calcanéo-fibulaire, comme son nom l'indique, entre le calcanéum et la tête de la fibula. Et ce qui voit de plus en plus le jour aujourd'hui, c'est on repère de plus en plus les lésions au niveau de la syndesmose. La syndesmose, c'est essentiellement le ligament tibio-fibulaire distal antérieur, aussi sur le schéma du bas. Et bien sûr, dans le plan interne de la cheville, on a cette nappe fibreuse ligamentaire qu'on appelle le ligament deltoïde, qui peut être aussi touché, cette fois-ci avec des mécanismes lésionnels plutôt à l'inverse des ligaments latéraux. Donc, si on parle justement de ces mécanismes lésionnels, pour le ligament talofibulaire antérieur et le ligament calcanéo-fibulaire, c'est le mécanisme un peu classique. C'est-à-dire on aurait une inversion, flexion plantaire, et ce qu'on appelle un varus du calcanéum, comme sur le schéma en haut. On va mettre beaucoup en contrainte les ligaments latéraux de la cheville, voire même créer une lésion de ces ligaments. Pour la syndesmose, ça va être un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on va plutôt, comme le mécanisme d'ailleurs pour le ligament croisé antérieur, le mécanisme de pivot shift, on va avoir une pression axiale avec une rotation interne du tibia. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est plus au niveau de la cheville. On va avoir cette fois-ci une rotation latérale de la cheville et une flexion dorsale qui va ouvrir donc la fameuse syndesmose. La syndesmose, c'est ce qui va lier le tibia à la fibula. Ça va l'ouvrir comme une pince à linge et venir possiblement léser notre ligament tibio-fibulaire distal antérieur. Et pour le plan interne, le ligament deltoïdien, ce serait plutôt une inversion, plutôt une valgus, un valgus calcanéen. Au niveau de l'épaule, alors essentiellement dans le rugby en tout cas, on a des problèmes au niveau de la cléno-humérale, donc entre l'humérus et l'insertion au niveau de la glène de la scapula, et l'acromioclaviculaire, comme on peut voir les entités ligamentaires. Alors, petit aparté pour l'acromioclaviculaire, attention de ne pas se résumer que au ligament acromioclaviculaire, mais on a bel et bien aussi les ligaments trapézoïdes et conoïdes qui vont lier le processus coracoïde à la clavicule, qui peut être aussi lésé dans des lésions de ligaments au niveau de l'acromio. Au niveau des mécanismes lésionnels, alors très fréquemment pour la glène humérale, c'est souvent des mécanismes qui vont entraîner une luxation plutôt antérieure. Mécanisme direct, ça peut être un choc sur l'épaule, ça peut être un plaquage à bout de bras, ça peut être marqué un essai à bout de bras. Ce qui est un peu plus rare, c'est-à-dire dans 10% des cas, il peut y avoir des épisodes de subluxation. Alors on parle plus de subluxation postérieure. Alors là, généralement, c'est le joueur qui a le ballon, il a les coudes en avant et il vient essayer de bumper l'adversaire. Et du coup, ça peut choquer contre le coude et hop, l'épaule partir en arrière. Ou alors marquer un essai avec les coudes en avant, l'épaule va partir en arrière. Et encore plus rare, luxation inférieure. C'est tellement rare que dans le rugby, ça arrive quasiment jamais. C'est plutôt des accidents de la route où cette fois-ci, l'épaule va descendre. L'acromioclaviculaire, généralement, ce sont des chocs directs, des chutes au sol ou des plaquages. Et en fonction de la gravité, on va avoir plusieurs entités ligamentaires qui vont être atteintes, ou juste les ligaments acromioclaviculaires, ou en concomitance, les ligaments coracoclaviculaires.
On peut avoir des blessures de surutilisation. Alors, c'est vrai que dans le bilan des blessures, j'ai remarqué que vous en avez assez peu par rapport aux blessures plutôt d'origine traumatique, ça tant mieux. Si on devrait nommer les blessures de surutilisation, ce sont les pubalgies, assez présentes dans notre vie. Le terme scientifique aujourd'hui, c'est l'athletic groin pain. On peut avoir les lombalgies, terme générique pour dire qu'on a mal dans la région des lombaires. Douleur liée à la coiffe. Voilà, aujourd'hui, même on voit que au niveau scientifique, c'est dur de dire si un joueur a mal à son sus-épineux, infra-épineux, ainsi de suite. On voit qu'on a du mal à faire des corrélations entre les douleurs et ce qui atteint. Donc, on parle par rapport à un thème très vaste pour dire des douleurs liées à la coiffe. Tendinopathie, les vraies tendinopathies, on peut vraiment isoler le tendon, donc tendinopathie d'Achille, tendinopathie patellaire, peut être aussi présente dans le lit. Et des blessures plutôt articulaires, donc syndrome fémoro-patellaire, lésions méniscales, les conflits, donc conflits postérieurs ou carrefour postérieur de la cheville, et pourquoi pas des fois en préparation physique, l'épicondylite ou l'épicondylalgie. Au niveau des causes de ces blessures-là, alors là, on est d'accord que c'est multifactoriel. Il peut y avoir déjà la fatigue, les déconditionnements, la gestion de la charge articulaire, d'où l'intérêt du travail de monitoring, bien sûr, et de wellness pour les joueurs dans leur suivi. On a aussi dans l'environnement, en dehors de l'entraînement, tous les possibles stress, anxiété, l'environnement, le lifestyle, tout ce qu'on appelle un peu la sphère bio-psychosociale, c'est-à-dire l'environnement qui va y jouer, la psychologie du joueur. On peut avoir aussi la biomécanique qui peut être des facteurs de risque, certains déséquilibres musculaires, certains déficits d'activation. Et aussi, ce qui voit le jour depuis quelques années, on commence à bien mettre en place, en tout cas chez les kinés, c'est tous les possibles problèmes de mécano-sensitivité, c'est-à-dire des sensibilités au niveau des trajets nerveux. Donc, parfois, un joueur qui a mal à l'épaule ou mal au coude, c'est juste qu'il y a un nerf au niveau du plexus brachial qui est irrité, qui fait mal, tout simplement. Maxence a bien mis en lumière les problèmes liés à la tête et liés aux commotions. Donc, je me vois aussi d'en discuter. La commotion, la définition, ce serait des perturbations au niveau des fonctions du cerveau, à comparaison du traumatisme crânien. Le traumatisme crânien, ce serait une lésion structurelle qui se voit à l'imagerie. La commotion, c'est le terme plus générique pour dire que il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien là-dedans, qui ne fonctionne pas comme d'habitude. Au niveau de l'épidémiologie, alors là, j'ai repris une autre étude qui est une des plus grandes études épidémiologiques qui existent à ce jour. C'est l'England Professional Rugby Injury Surveillance Project, qui a été mise à jour d'ailleurs assez récemment. Et c'est intéressant parce que ce sont des statistiques qu'on retrouve justement dans votre bilan. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude parle notamment du burden. Alors, le burden, c'est vraiment une statistique super importante dans toutes les études épidémiologiques. On ne peut pas se résumer qu'à l'incidence des blessures. On ne peut pas se dire, allez, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu le plus comme blessure cette année? Parce que si on se dit ça, il y a eu beaucoup de béquilles, sauf que les béquilles, ça ne donne pas trop de ce qu'on appelle de day loss, de jour d'arrêt. À l'inverse, le ligament croisé antérieur, ça a très peu d'incidence, heureusement d'ailleurs. Et par contre, dès que ça arrive, ça entraîne beaucoup de jours d'arrêt. Ce qui est intéressant sur ce schéma-là, c'est qu'on voit que les commotions, bon, c'est sûrement qu'on les repère de plus en plus souvent, on les met de plus en plus en lumière, mais plus les années avancent, plus on voit que ce sont les commotions qui entraînent un burden assez élevé, donc le plus de jours d'arrêt par saison au final. Et on retrouve un peu, alors certaines autres choses qu'il y avait dans le bilan, notamment ce qu'il y a en deuxième position, ce sont les lésions au niveau des ischios. Bon, aucune surprise. Au niveau des mécanismes de blessure, c'est un choc direct à la tête ou alors un choc indirect, c'est-à-dire qu'on va faire un plaquage. Des fois, ça peut être des plaquages pas forcément très hauts, mais indirectement, hop, on va avoir un espèce de choc comme un coup du lapin où on va avoir le cerveau qui va venir être mobilisé dans la boîte crânienne. Au niveau de la prévention, ça voit de plus en plus le jour aujourd'hui que la technique de plaquage sécuritaire, le renforcement cervical a un lien direct, donc un gain de 10% de la force des extenseurs des cervicales est associé à une diminution de 13% des risques de commotion. Donc on peut aussi jouer là-dessus. Bien sûr, entraînement de réactivité et le sommeil. Alors, petit aparté pour les commotions, le casque aujourd'hui n'a démontré aucun effet protecteur des commotions. Donc ceux qui se posent la question de se protéger avec un casque, en tout cas pour les commotions, ça ne protège pas. Et les conséquences, bien sûr,
conséquences sur la santé générale, risque d'en avoir à nouveau, risque d'avoir on est plus à risque d'avoir des nouvelles commotions, qui est plus grave. Et aussi, c'est de plus en plus mis en lumière, on a un risque accru de blessures générales au niveau des membres inférieurs. On a une commotion, on est plus à risque de blessures de manière générale. Pour résumer, donc on a fait un petit rappel des blessures les plus fréquentes dans le rugby. Après une blessure, généralement, on va avoir certaines pertes de statistiques au niveau de l'articulation qui a été blessée. Ça peut être problématique pour la suite, vu qu'on sait qu'un des facteurs de risque de récidive numéro 1, le facteur de risque de récidive numéro 1 d'avoir une blessure, c'est d'avoir déjà eu cette blessure-là. On peut se dire que dans la rééducation, on veut essayer de limiter les conséquences des blessures pour éviter la récidive. Et dans les conséquences, on peut avoir une perte d'amplitude, donc le ROM, le range of motion, une perte au niveau sensitif, c'est-à-dire que c'est comme si notre cerveau se déconnectait de l'articulation, on a une perte d'information sensitive. On a une perte de contrôle moteur, de stabilité, une fonte musculaire, une perte de trophicité, une perte d'activité musculaire, et déjà on peut voir que tous ces premiers points sont très en lien. C'est un peu un cercle vicieux qui peut s'installer. Si je prends l'exemple de la cheville, la blessure au niveau de la cheville va entraîner une perte d'amplitude. Cette perte d'amplitude va changer un peu la biomécanique, notre manière de marcher, notre manière de courir. Et ce changement de biomécanique va entraîner une perturbation au niveau des inflammations sensitives. Et ces perturbations au niveau des entrées sensitives vont venir perturber nos informations du coup motrices, notre contrôle moteur, et voire même notre activité musculaire. Donc on peut installer comme ça des cercles vicieux qui mènent par exemple à des instabilités chroniques. Ça peut être valable pour la cheville, aussi pour le genou, pour l'épaule, ainsi de suite. Et pour faire la corrélation avec l'haltérophilie, petite corrélation, on a aussi, dans les conséquences des blessures, une perte du RFD. RFD, c'est le terme scientifique pour parler d'explosivité, Rate of Force Development, le ratio de développement de la force. C'est quelque chose qu'on commence un peu à mettre en lumière, en tout cas, on le prend en considération en kiné, notamment avec les tests avec les dynamomètres de poche, où on voit assez fréquemment que même si un joueur a récupéré de la force, par exemple après une lésion des ischios, le joueur il récupère une très bonne force comme avant, mais par contre l'explosivité, waouh, vraiment un gros manque. Donc pour faire la corrélation, l'haltérophilie, entre autres, ça fait partie des outils pour bosser cette explosivité qui est déficitaire après une blessure. Ça va être bon. Ouais, ça marche, c'est cool. Ok, merci Pierre pour la présentation très claire sur l'épidémio. Avant de renchaîner sur cette épidémiologie, je vais juste présenter un peu notre vision sur la réathlétisation, comment harmoniser la rééducation et la réathlétisation ensemble. Globalement, ce premier schéma pour mettre en évidence le fait que le joueur doit être au centre du système et doit être au centre des préoccupations. Donc, autour du joueur, il n'y a pas que le médical avec le doc, le médecin, pardon, le kiné, les ostéos, bon, toutes les professions du corps médical quelles qu'elles soient, qui vont travailler avec le joueur. Il y a aussi, du coup, le préparateur physique. Il y aura aussi le coach. Là, c'est un sport scientist. Sport scientist, c'est bon, quand on a l'opportunité de travailler dans un staff qui est plutôt très élaboré. Tout ça pour dire que tout le monde doit travailler pour le bien du joueur. Ça, c'est la première chose. Donc, ça nous permet en premier lieu d'organiser les soins et les séances de renforcement entre le pôle médical et la prépa physique. On a besoin de faire de la rééducation, mais on a aussi besoin de faire de la réathlétisation. Donc, on peut se mettre en accord sur OK, qui fait quoi et à quel moment. Ça permet aussi d'organiser un planning pour le joueur euh, avec les entraîneurs pour le travail technique et tactique. Donc, globalement, je suis plutôt assez avancé dans ma phase de réathlétisation. Je ne suis pas encore prêt pour repartir matcher avec les collègues sur le terrain. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en mesure de pouvoir commencer à faire du travail technique, de skills, de frappe, ou peu importe, en fonction de la pathologie. Le lien avec la science, avec les avancées techniques et technologiques, afin de pouvoir quantifier une évolution et de pouvoir utiliser des méthodes, on va dire, un peu émergentes. Et évidemment, une communication quotidienne sur l'avancée de la guérison.
et la remise en contrainte. La communication avec les coachs pour pouvoir permettre aux coachs de savoir, OK, tu devrais pouvoir l'avoir pour ce match, ou tu devrais l'avoir dans tant de semaines, ou alors on avait prévu ça et finalement ça ne fonctionne pas bien, ou ça fonctionne plutôt bien pour l'avoir avant. Globalement, beaucoup de communication pour pas qu'il y ait de perte d'informations et que le joueur se sente bien encadré. Tu peux switcher, Pauline. Merci. Donc, les attentes physiques du rugby. C'est important de connaître les contraintes auxquelles les joueurs vont être exposés en fonction de son poste. Il va être exposé de par l'adversaire, de par lui, sa fonction sur le terrain, mais aussi de par son profil. Donc, il faut connaître les qualités physiques, donc les niveaux de force, de puissance, les volumes de course, la vitesse maximale du joueur, par exemple. Ce que nous, on appelle HSR individuel, c'est les mettre à plus de 60% de la vitesse max, ou si on ne peut pas faire quelque chose de précis avec 60%, on peut prendre un seuil de 18 km/h, ça dépend un peu des fonctions de travail de chacun. Globalement, ça, c'est savoir, c'est connaître les qualités physiques de son joueur, voir où est-ce qu'il faut le ramener à la fin de la réathlétisation. Quelles actions spécifiques il va avoir réalisées. On ne va pas réathlétiser un pilier comme on va réathlétiser un ailier. Même si c'est la même pathologie, ils ne vont pas être soumis aux mêmes contraintes. Donc ça à prendre en considération. Et donc la particularité de son profil, de son jeu, si c'est un joueur qui porte fort le ballon ou si c'est un joueur qui est plutôt dans l'évitement. Du coup, il y en a un qui aura plus de collisions, d'autres qui aura plus de contraintes sur son système, sur ses systèmes latéraux, type adducteur, dont parlait Pierre tout à l'heure. Donc, ça a aussi à prendre en considération. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, du coup, c'est connaître l'historique du joueur. Comme le disait Pierre, est-ce qu'il y a eu des blessures antécédentes? Bien souvent, quand il y a une blessure qui apparaît, bon, il y a une première fois à tout, mais une fois qu'elle est apparue, on est plus enclin à se reblesser, à répéter cette même blessure. Et la problématique de douleurs chroniques, donc d'inflammation, dont Pierre aussi a parlé, qui peuvent entraîner des schémas de compensation, qui peuvent aussi amener une blessure. Next, s'il te plaît. Établir des critères de validation. Donc là, c'est Pauline qui va vous le présenter après. Mais globalement, on essaie, dans l'objectif d'établir des critères de validation, c'est de s'assurer qu'on sera progressif dans les stimulations qu'on propose. De ne pas aller trop vite, mais de ne pas passer trop longtemps à faire, par exemple, des squats à poids de corps, parce qu'on n'aura pas d'adaptation, on n'aura pas assez d'adaptation pour pouvoir valider nos reprises terrain. Donc, c'est s'assurer de la progressivité, c'est guider la construction du travail dans le temps. Donc, encore une fois, ce n'est pas d'avancer trop vite, mais c'est de ne pas stagner. Donc, ça permet de mieux gérer le volume et les intensités en fonction de l'abassement du process. Évidemment, quand on est sur une reprise de course, si on prend l'exemple d'un ischio-jambier, on ne sera pas sur une haute intensité de course. Pour autant, sur un ischio-jambier, on pourra, le corps tolérera plutôt un volume important de course mais avec une intensité qui est plutôt faible. Donc ça va dépendre de la blessure. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur l'avancée du process. Du coup, à la fin, ce que ça permet, ça permet au joueur de retrouver son potentiel athlétique et sa confiance. Ça permet d'avoir comment dire? Ça permet au joueur de croire au travail qu'on va lui proposer parce qu'il voit que les choses sont maîtrisées et qu'on va l'amener progressivement là où il est censé être à la fin. Qu'on n'est pas en train de le pousser trop vite ou qu'on n'est pas en train de le retenir et qu'il y ait la frustration qui s'installe. S'il comprend son process, il adhère. Ce n'est pas le terme que je cherchais. Il adhère à la réathlétisation. La visée, c'est aider à la prise de décision, permettre aux joueurs de se situer dans l'avancée et donc du coup obtenir l'adhésion du sportif. Next, please. Pour rebasculer un petit peu sur les propos de Pierre. Les lésions extrinsèques. Pardon. C'est donc les mécanismes de béquille ou les lésions par impact. Globalement, si on prend une béquille sur un quadri, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de vasculariser la zone impactée. Par exemple, avec du vélo, mouvement avec du BFR, ceux qui ne connaissent pas. Le BFR, c'est un système comme de sang où on fait une occlusion
Et donc, ça va nous permettre de pouvoir hypervasculariser la zone une fois le relâchement de cette occlusion et d'avoir des apports hormonaux qui sont bénéfiques à la cicatrisation. Ça serait plutôt une première étape. Deuxième étape, ça serait une remise en tension isométrique, remettre le tissu doucement en tension pour lui permettre de cicatriser. Par exemple, un hip thrust avec une pose isométrique, ça permet de remettre le quadri en tension. Puis une tension excentrique, donc leg extension manuelle, une fente assistée, peu importe. Puis après, aller chercher une remise en tension pliométrique. Globalement, l'idée, c'est de faire quelque chose de très vasculaire, puis une remise en tension isométrique sur l'isométrie. Si l'intensité est correctement gérée, on se fait pas mal. Puis une remise en tension excentrique qui est, on va dire, qui a une visée à diriger un peu la cicatrisation, puis des stimulations qui sont plus fonctionnelles, globalement. Next, du coup, la lésion intrinsèque. Donc, c'est la lésion qu'on va se faire tout seul. Soit un drainage, c'est une partie que nous, kinés, on ne gère pas. C'est plutôt, pardon, nous prépa, pardon, on ne gère pas. C'est les kinés qui vont gérer cette phase-là. Suivi d'une remise en tension, d'une stimulation neurale qui va favoriser une bonne cicatrisation. Et puis, on va repartir sur globalement les mêmes étapes. Un renforcement musculaire qui va viser l'adaptation tissulaire et neurale. Une reprise de course, un travail spécifique de force puis de puissance en fonction des objectifs du joueur, de la blessure. Évidemment, si on est blessé sur le haut du corps, ben, peut-être comme développer couché solide, ça sera une étape importante dans l'avancée de sa réathlétisation. Puis après, une augmentation des contraintes de course, d'activités spécifiques, si jamais c'est quelqu'un qui va beaucoup au contact, si on reprend les lésions sur le haut du corps, par exemple. Suivant, s'il te plaît. Le cas du genou. L'idée ici, c'est juste de mettre un cadre très simple sur les différentes blessures qu'il peut y avoir sur différentes articulations. La première chose qu'on regarde sur un genou, c'est quelles actions il a réalisées. Un genou, il décélère, il absorbe de la force. Globalement, quand on fait un saut, qu'on atterrit au sol, mais là, il est en train d'emmagasiner de la force. Quand je vais freiner, il va emmagasiner de la force. Donc, le genou, c'est hyper important qu'il puisse retrouver cette fonction. Que je vais freiner dans l'axe ou sur les côtés. C'est évidemment hyper important de travailler d'être au plan de l'espace. Le genou va nous servir à nous propulser, que ce soit vers l'avant, que ce soit sur les côtés, donc les appuis latéraux, des appuis en rotation et des frappes. Le genou va devoir réaliser tout ça dans les trois plans de l'espace. En complément, c'est hyper important d'observer le fonctionnement des structures sus- et sous-jacentes. Donc la hanche, le pied et la cheville. Le genou, il ne travaille pas tout seul. Dans le mouvement, il va forcément travailler avec le complexe pied-cheville, le complexe de la hanche. S'il y a une restriction ailleurs, peut-être que la blessure du genou, elle peut venir de là. Pas forcément, mais peut-être que. Donc, c'est essayer d'avoir une vision holistique sur l'articulation. Suivant, s'il te plaît. Les principes donc, de respect, de progressivité, de l'adaptation spécifique. Ça nous permet d'organiser la réathlétisation, d'organiser notre prise en charge. Donc, on va essayer d'abord de récupérer les fonctions de l'articulation avec de la flexion, de l'extension, rotation médiale, rotation latérale. C'est globalement les actions qu'on va avoir le genou. Puis, on va essayer de lui donner une force qui est nécessaire à sa stabilité, faire en sorte que le genou reste stable, et qui va aussi permettre au genou de réaliser les actions globales nécessaires à la pratique. À la suite de la force, on va parler de puissance et de réactivité nécessaires à la stabilité et aux actions globales d'un genou. Donc, puissance et réactivité, ça fait un petit clin d'œil au RFD dont parlait Pierre et dont on parle ici dans ce webinaire avec l'haltérophilie. Force, puissance, vitesse, donc c'est les trois composantes de l'haltérophilie qui sont nécessaires à la performance et à l'intégrité du genou dans les actions spécifiques. L'haltéro, c'est un moyen de pouvoir travailler ces trois versants-là. Suivant, s'il te plaît. Complexe pied-cheville. Donc, pied-cheville, ils vont réaliser globalement les mêmes actions que le genou. Décélération, absorption, propulsion, appui latéraux, appui en rotation et frappe. Et ce, dans les trois plans de l'espace. Next, s'il te plaît. Toujours dans l'idée de respecter, d'avoir une charge progressive, une adaptation spécifique, on va renforcer
les fonctions de l'articulation, la flexion plantaire, la dorsiflexion, l'éversion, l'inversion et la torsion du pied. Commencer par un travail en décharge, puis basculer sur un travail en charge. À savoir que complexe pied-cheville, un pied, si on a un joueur qui fait, donc là on prend une blessure un peu spécifique, une lésion sur un liffrant, qui est une ligne articulaire du pied. Quand le joueur fait 2 mètres ou 2 mètres 10 et qui fait 120 kg, la contrainte sur cette articulation, c'est évidemment pas la même qu'un joueur qui fait 1 mètre 70. Donc il y a plutôt on va dire, des plus petits pieds ou des plus petits leviers et qui fait 70 kg. Donc, le travail en décharge, il va être très important à prendre en considération dans les premières phases de l'arrêt attelé. Il faut penser à stimuler les boucles proprioceptives pour s'assurer de la stabilité de la cheville, s'assurer que la cheville soit stable et soit réactive. Exposer la cheville à des situations réactives. Donc, on y vient, la pliométrie dans tous les plans de l'espace. Absorption avec perturbation, utiliser l'aquabag, utilisation de petits contacts lors de réception pour s'assurer de la stabilité. Et puis toujours ce transfert vers force, puissance, vitesse qui sont des qualités qu'on a exprimées à chaque instant sur un terrain de rugby. Next, please. L'épaule. Donc les actions, les fonctions de l'épaule, en rotation interne et externe, dans tous les plans. Flexion, extension, abduction, adduction, poussée, tirage. Et après, c'est lancer et les lancers et les passes, c'est des mouvements combinés de ces différentes actions. Donc tout ça, ça sera un focus particulier à avoir sur une réathlétisation de l'épaule. Petit aparté, l'épaule ne travaille comme le genou ne travaille pas toute seule. Elle va travailler en synergie avec les thoraciques et les thoraciques cervicales et le coude. Et le poignet, qui est pas marqué ici. Next, please. Donc, si on reprend la lésion acromio-claviculaire, et globalement, pour cette slide et la slide d'après, on sera sur exactement la même chronologie. D'abord, on cherche à stimuler, à renforcer les fonctions, donc rotation interne-externe, flexion, extension, abduction et abduction. On cherche à stimuler les tissus endommagés isolément. Si on prend l'exemple d'une lésion acromio-claviculaire, on peut chercher à stimuler la cicatrisation de ce ligament avec un mouvement de shrug, donc c'est un mouvement d'élévation de l'omoplate. À très faible charge, ça peut être contre une petite résistance élastique, ça peut être avec une petite charge, mais ça permet au moins, avec cette charge, d'amener une stimulation qui sera favorable à la cicatrisation. Il faut exposer l'épaule à des situations réactives, donc de la pliométrie, les différents plans de l'espace. On peut utiliser des systèmes de rebond de balle, des systèmes de bande élastique. Absorption avec perturbation, c'est les mêmes principes. Et puis force, puissance, vitesse. Ça ne change pas. Donc ça, c'est pour l'acromio-claviculaire. On va passer sur la gléno. Et la gléno, je pense que je n'ai pas besoin de répéter c'est exactement le même process. Les tissus endommagés sont différents. Pour autant, l'articulation de l'épaule, elle, a toujours les mêmes fonctions à réaliser. On va passer à la suite. Blessure par surutilisation. Si donc, la problématique est liée à une surutilisation, la première chose qu'il y a à regarder, c'est peut-être la charge d'entraînement. Est-ce qu'on n'est pas en train d'entraîner trop fort notre joueur? Est-ce qu'on ne l'entraîne pas trop fort, trop vite? Ou est-ce qu'on ne l'entraîne pas trop vite, même si ce n'est pas trop fort en soi comparé au reste du groupe? Peut-être que pour ce joueur, c'est trop fort. Et ça, c'est juste en regardant les charges d'entraînement, en regardant ce qu'on est en train de faire. Donc, sur ça, il faut aussi prendre en considération le contexte. Donc, il convient, dans bon nombre de cas, de s'assurer des équilibres musculaires. Là, je vous ai mis l'exemple d'une lombalgie dont parlait Pierre, qui peut être soulagée par un renforcement du gainage. Ça peut être la première chose qu'on peut chercher à faire. Mais si on a une vision holistique, une vision globale, on va chercher peut-être à améliorer le contrôle lombo-pelvien, renforcer l'extension de la hanche, qui peut éviter les compensations par les lombaires. On peut chercher à améliorer la qualité de l'appui, renforcer le pied,
améliorer la rotation thoracique, mais on peut aussi améliorer la rotation de la hanche parce que peut-être que les douleurs de lombaires elles viennent du manque de rotation, de contrôle, de mobilité en rotation interne ou en rotation externe de la hanche, de flexion, d'extension, peu importe. Donc, plutôt que de regarder uniquement là où ça fume, globalement, peut-être qu'il faut chercher la solution ailleurs. Next, please. Et donc, pour terminer avec ça, la commotion. Donc là, je vous nous a fait un tableau avec nous, par étape, qu'est-ce qu'on va chercher à faire. Donc, dans les 6 étapes de la commotion, la première étape, c'est la période de repos. Globalement, on ne fait rien sur le terrain, on ne fait rien en muscu. On cherche de la récupération, la disparition des symptômes. Donc, les nausées, bon, il y a tout un tas de symptômes pas fun du tout. La première sollicitation, ça sera une sollicitation aérobie, que ce soit en off-fit, donc sur un vélo, plutôt sur un vélo parce que la basse intensité sur un rameur, c'est pas possible, ou sur la course à basse intensité, bon, à part si je suis hors de forme. En muscu, on va chercher la récupération des patterns et le réveil de la musculature cervicale profonde. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser de charge à ce moment-là. Il faut juste chercher à stimuler des fonctions. En 3, action spécifique sans contact, basse intensité. Donc, on peut repartir sur de la course, faire monter un peu l'intensité sur le vélo, donc une intensité moyenne. Moyenne, on va se situer aux alentours de 70-80% BPM de la fréquence cardiaque. Mouvement en salle, réveil musculature cervicale encore. 4e étape, action spécifique sans contact. Motricité plus, et on commence à aborder le contact, ou du moins le passage au sol. Donc, sur le terrain, on va être plus focalisé sur accélérer, décélérer, les pourcentages de vitesse, peut-être aller chercher 80%, 90% de la vitesse max. La charge mécanique, donc le combo d'accélération-décélération en volume. Donc, on passe par repasser au sol. La réappropriation des chutes, c'est repasser au sol. Et travail technique de contact sans impact. On vient se poser, on vient travailler la coordination bras-épaules. On ne va pas plus loin dans la force d'impact. Musculation, on refait monter la force. Okay, donc, on se réexpose à des charges lourdes, pas à fond, mais des charges lourdes. Et on va chercher de la motricité fine. 5, pratique avec contact. Là, on termine de valider toutes les intensités de vitesse, d'axel, de décel. Être sûr que tout se passe bien, qu'on peut réexposer le mec à l'entraînement sans qu'il y ait un souci. Juste de s'assurer qu'il est capable de faire ça avant de repartir sur le terrain. Des sollicitations de force et de puissance. Donc, force et puissance, l'haltérophilie, ça peut faire partie d'un exo pour pouvoir se valider sur retour terrain. Et puis ainsi, on reprend l'entraînement. Et je pense que je laisse la parole à Pauline. Précédemment, jusqu'à présent, on a vu la place du joueur blessé dans le processus de réathlétisation. Et on a vu quelques exemples de blessures et quelques exemples de RTP, Return to Play, retour au jeu. Concrètement, comment ça se passe, le retour au jeu? Donc, au travers de cette frise chronologique, on va voir dès l'instant où le joueur se blesse, dans les heures qui suivent sa blessure, et qu'il est pris en charge par le médical au travers de soins, jusqu'au moment où le joueur revient à 100% sur le terrain avec contact. Donc, vous voyez qu'il y a différentes phases, différentes étapes à valider. Ces différentes phases, la durée de ces différentes phases va dépendre de la pathologie, de la zone de blessure, du degré de blessure, la gravité de la blessure. Ça va dépendre également du joueur et de sa capacité à récupérer. Et enfin, ça va dépendre de la qualité de la prise en charge par les différents acteurs. Donc, maintenant, on va détailler les différentes étapes. Donc, il y a beaucoup de notes sur les diapos. On pourra le revoir à la fin si vous le souhaitez. Dans la première étape, c'est la phase de régénération. La phase de régénération, donc vous voyez, il y a différents exercices dans chaque étape. Donc, il y a 4 étapes. Dans la phase de régénération, au départ, le joueur va être pris en charge plus par le médical au travers de soins. On va faire, comme l'a dit Henri, un travail de vascularisation avec les BFR, avec du vélo, et un travail d'amplitude. Le but étant de revenir à la normale du joueur avant blessure. Ça peut être pris en charge par le prépa, par le médical, ça va dépendre de la blessure et de l'organisation mise en place au préalable, au sein des staffs. Quant au renforcement
et au cardio, ça va être pris en charge par le prépa. Le but étant, avec le renforcement, de limiter la perte musculaire, la fonte musculaire. Et au niveau du cardio fit, ça va être de limiter la prise de masse grasse. C'est deux choses qui auraient un impact négatif sur le retour au jeu, sur la récupération. Donc, vous voyez qu'il y a différents exercices dans chaque étape. Le but étant de valider tous les exercices pour valider la phase. Donc là, je vous ai pris l'exemple d'une blessure sur le membre inférieur. Une blessure en général. Ça peut varier, après les exercices peuvent varier selon les joueurs, selon le profil des joueurs, selon les blessures aussi. Mais globalement, c'est les critères de reprise que je vais utiliser sur une blessure sur le membre inférieur. Donc, une fois la phase de régénération validée, donc on va passer à la phase fonctionnelle. Donc, comme son nom l'indique, le but, c'est de récupérer tous les mouvements fonctionnels. Pouvoir refaire des mouvements à poids de corps, en excentrique contre résistance, peut-être remettre des patterns à poids de corps, toujours en continuant les soins en parallèle, on fait toujours des soins. Et si possible, commencer à réinclure la course. C'est important de remettre la course le plus tôt possible. Évidemment, progressivement, on va démarrer avec du jog, et progressivement, on va augmenter l'intensité. Donc là aussi, on a différents exercices à valider pour passer à l'étape suivante. Donc, comme l'a dit Henri précédemment, l'intérêt d'avoir des critères de reprise, ça va être déjà pour le préparateur physique de savoir où il en est, tous les exercices qu'il a validés, ce qui lui reste à valider. Pour l'ensemble des membres des staffs médicaux et sportifs, de savoir où en est le joueur à l'instant T. Voilà, par exemple, si les coachs veulent savoir si à court terme ou à moyen terme, ils vont pouvoir récupérer un joueur. Et ça va permettre aux joueurs de rester motivés parce que c'est l'un des objectifs à atteindre. Comme autre objectif à atteindre, on peut aussi, chose que l'on fait nous, c'est choisir un objectif avec le joueur dès qu'il se blesse. Par exemple, si c'est un joueur qui est blessé sur le banc, on peut choisir de faire un record au développé couché. Ça lui donne un objectif en plus à atteindre et ça va permettre de le garder motivé parce que sur des blessures à long terme, c'est compliqué de garder des joueurs motivés tout le temps, sur toute la durée du process. Une fois qu'on a récupéré les amplitudes normales du joueur, qu'on peut faire tous les mouvements fonctionnels, et une fois seulement, on va pouvoir passer à la phase de force. Donc l'étape de force, là aussi, différents exercices. Donc on va travailler toutes les contractions, tous les types de contractions, excentriques, concentriques, isométriques, post-isométriques, au travers de différents exercices. On va faire des exercices en lien direct avec la blessure, donc tous les exercices qui sont un petit peu sensibles, un peu à risque, pour être sûr que c'est validé. On va aussi faire du travail en unipodal. Le but, c'est que le joueur ne puisse pas compenser, ce qui créerait in fine un déséquilibre. On va aussi en profiter pour travailler les faiblesses du joueur. Peut-être que la blessure est due à certaines faiblesses, donc on va en profiter pour pallier à ça. Ou peut-être que le joueur a des faiblesses qui plus tard pourraient entraîner des blessures. Donc, le but, ça va être de limiter aussi d'éventuelles blessures. Dans cette phase-là, c'est la phase où on va vouloir récupérer les perfs d'avant-blessure. Donc, sur cette phase-là, on essaie d'être à 90% sur les livres principaux, 90% de la perf avant-blessure, pour passer ensuite à l'autre phase. Ça ne veut pas dire qu'à la phase d'après, on ne fera plus de force, juste qu'on va valider ce 90% pour continuer. En parallèle toujours, on continue de travailler la course. Donc là, on va augmenter les vitesses. On va commencer à faire du travail donc, de sprint, de répétition de sprint, des accélérations, les freinages, tout ce qui est en lien avec le rugby directement. Donc les changements de direction, tout le spécifique, terrain. Et commencer à mettre un peu de travail cognitif. Parce que quand le joueur est blessé, tout le travail de course est contrôlé par le préparateur physique. Tout est contrôlé. On sait à quel moment on va accélérer, à quel moment on va freiner, dans quelle direction on va tourner. Tout est contrôlé. Or, la réalité du terrain est totalement différente. Sur le terrain, le joueur ne va rien contrôler. Il va devoir prendre des décisions rapides en fonction de ses partenaires, de ses adversaires, en fonction du jeu. Donc, il faut qu'on prépare le joueur
cognitivement à ça. Donc, une fois que toutes ces étapes, tous ces exercices de force, tous ces exercices spécifiques terrain seront validés, on pourra passer à la dernière étape, qui est la phase de puissance. Donc, la puissance, qu'est-ce que c'est? La puissance, donc, c'est la force qui multiplie la vitesse. La manière la plus simple de travailler, de monter le niveau de puissance, c'est de jouer sur le facteur force. Donc, la puissance, on va la valider au travers d'exercices trichés, comme le push press, le penlero. C'est dans cette partie-là aussi qu'on va valider les dernières étapes de pliométrie, donc tout ce qui est en unipodal, en contrebas, vertical, horizontal, latéral. On va aussi valider tous les exercices de corps. André vous a parlé de gainage. Donc le corps, sur les étapes précédentes, on l'aura validé en stabilisation en force. La dernière étape, c'est de le valider en puissance et avec du KO. En parallèle, là aussi, on va mettre tous les exercices spécifiques au terrain sur la course, en aléatoire, avec vraiment des exercices spécifiques au poste et au rugby. Donc les passages au vol, les changements de direction, le 1 contre 1. Dans la mesure du possible, ça peut être intéressant d'inclure un coach pour vraiment faire du spécifique. Et pour progressivement remettre le joueur sur le terrain, d'abord sans contact et ensuite avec contact. Le but aussi étant de remettre une charge d'entraînement cohérente en lien avec la charge du collectif, pour que quand le joueur reprenne, il soit déjà au même niveau que les autres. Avant de reprendre, une petite réunion entre les membres du staff médicaux et du staff sportif. Donc, il faut que tout le monde accepte la reprise du joueur, donc au travers de tous ces critères de reprise, les critères de reprise du prépa et les critères de reprise du médical. Donc, le but, évidemment, c'est que le joueur reprenne le plus vite possible le terrain, mais en évitant une récidive. Une fois que tout est validé, le joueur peut retourner sur le terrain. Donc là, vous pouvez voir que mon premier exercice sur la phase de puissance, c'est l'épaulé. Donc l'épaulé, c'est un exercice que j'utilise à chaque fin de réathlé, pendant toute la phase de puissance. Et à la fin, voilà, c'est un exercice que j'utilise à chaque fois, qui fait partie intégrante de la réathlé. Donc, c'est un outil qui est très intéressant pour le rugby. Pourquoi? Parce qu'il englobe tous ces critères de reprise qu'on vient de voir. On a parlé au départ de régénération et d'amplitude de mouvement. L'haltérophilie demande beaucoup d'amplitude de mouvement. On a parlé aussi de fonctionnel. L'haltérophilie, l'épaulé ou un autre mouvement, c'est un mouvement polyarticulaire, donc très fonctionnel. Ensuite, l'étape 3, c'était la force. L'haltérophilie demande beaucoup de force et surtout de transfert de force. Une coordination intra- et intermusculaire avec la triple extension. C'est couplé donc avec de la vitesse et cette capacité à accélérer la barre. Ça regroupe les différents types de contractions, donc ça se rapproche de la demande du rugby, concentrique, excentrique, pliométrique. Cette capacité à encaisser la charge en excentrique. On revient sur le terme de corps et d'antidéformation. Donc c'est un exo qui est très complet, un exo de puissance qui est très complet, qui regroupe de nombreux besoins du rugby, évidemment en complément du spécifique terrain, mais c'est un exercice qui peut être très intéressant à mettre en place. Le principe de l'haltérophilie, donc, c'est de déplacer une charge lourde en un minimum de temps. Là, je vous ai mis, pour exemple, le Gymaware. Le Gymaware, c'est un outil qui peut être très utile pour voir si, à la même charge, avant la blessure, le joueur déplace la barre à la même vitesse. Donc, voir s'il est revenu à son niveau basal. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser. Merci, Pauline. C'était top. Merci beaucoup. Du coup, moi, la commande, c'était de présenter un petit peu l'utilisation de l'haltéro pour le joueur de rugby. Alors, pour commencer, je voulais vous dire ce que je vais dire, c'est mon avis à moi et ça n'engage que moi. Donc, parce qu'il y a pas mal de visions différentes. Et ce que je vais vous présenter, voilà, ça vient de mon expérience et de mes différentes lectures et de mes expérimentations, mais c'est absolument pas une vérité. Donc, juste pour rappeler de quoi on parle en termes d'haltéro, on parle de deux mouvements, l'épaulé jeté et l'arraché.
de centaines de mouvements annexes. Donc, il y a tous les semi-techniques, il y a plein de formes de variations de départ, plein de formes de variations techniques. Je ne reviens pas dessus. L'idée, c'est juste qu'on parle. Là, j'ai mis la nomenclature française, mais on peut utiliser la nomenclature anglaise. En fait, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est que simplement, on sache bien de quoi on parle. Le rugby, c'est un sport de puissance, on l'a dit, redit. Le seul truc que je voulais insister, c'est ça, c'est que la puissance, c'est la qualité qui distingue un athlète de haut niveau d'un athlète moyen. Donc, en gros, quand même, souvent, les joueurs les plus puissants ont tendance à être plus souvent titulaires que les autres et à plus jouer. On la retrouve, c'est la qualité numéro 1, on retrouve dans toutes les phases critiques du rugby, les accélérations, les plaquages, percussions, bon, voilà, ça tout le monde connaît, il n'y a aucun souci avec ça. La petite particularité de notre sport, c'est que le joueur, si vous voulez, pour moi, pas pour moi, c'est des gens beaucoup plus intelligents qui ont développé cette notion, mais si vous voulez, c'est que la force, en fait, on parle tout, force, puissance, vitesse, c'est la même chose, c'est de la force, mais qu'on peut exprimer à différentes vitesses. Si je dois déplacer un objet de 400 kg, ça va être majoritairement lié à la force parce que la contrainte, elle est telle que je n'ai pas le temps de développer de la vitesse. Si je dois jeter un objet très léger, je ne vais pas pouvoir développer beaucoup de force parce que je vais pouvoir y mettre beaucoup de vitesse et c'est un continuum. Et le rugby, il demande en fait d'être bon sur toute cette courbe. Donc, je vous ai mis l'exemple, on a des situations à dominante ultra force, comme la mêlée, où on est sur quasiment des fois l'isométrique. Et on a des situations à dominante vraiment vitesse, puisqu'on a des sprints max avec des vitesses très élevées, où la seule résistance qu'on a à déplacer, c'est son propre corps. Donc, on a un spectre qui est assez large. Et l'intérêt pour un joueur de rugby, c'est de travailler sur tout ce spectre force-vitesse ou cette courbe force-vitesse. Alors, bien sûr, avec des ajustements en fonction des postes, hein, plus on va se rapprocher des avants, plus il va falloir aller chercher ces situations un petit peu à dominante force, puis plus on va se rapprocher derrière, plus les demandes du jeu vont faire qu'il va falloir cibler des situations un petit peu plus à dominante vitesse. L'intérêt de l'haltérophilie en rugby, pour moi, c'est qu'elle va se situer un petit peu entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire qu'elle va se situer au milieu de la courbe force-vitesse, alors bien sûr en fonction des exercices, mais les intérêts majeurs rapides qu'on va y trouver, c'est ce travail de triple extension. Alors, désolé, j'ai beaucoup écrit, mais c'est parce que comme ça, si vous avez le support, vous aurez les explications détaillées. Et ce travail de triple extension qu'on a dans tous les gestes d'haltérophilie, donc que je vous ai mis vous avez une photo en bas, on va le retrouver dans tous les gestes athlétiques. Donc, quand je saute, quand je sprint, quand je plaque, je vous ai mis la photo ici, on retrouve cette triple extension tout le temps. Donc, elle est tout le temps présente. Et l'idée, c'est de se dire, si on l'a en haltérophilie, on permet de la surcharger. Et en la surchargeant, on améliore tous les muscles qui composent la coordination et on pense que ça va se transférer sur le terrain. Ensuite, c'est le travail de puissance. Alors, l'haltérophilie, on le définit souvent comme le sport de puissance. C'est vrai, on a mesuré les puissances développées par les athlètes. Ils développent des puissances phénoménales. On a eu cette comparaison dans une étude qui est assez vieille d'ailleurs, hein, qui date de 1980, avec comparaison entre haltérophiles et powerlift. Alors oui, les haltérophiles développent des niveaux de puissance extraordinaires par rapport aux powerlifters, mais il faut bien se rendre compte que c'est lié à la demande du mouvement. C'est-à-dire que les powerlifters ne sont pas puissants et les haltérophiles puissants. C'est vu qu'on mesure une puissance avec quelque chose de collé sur la barre, c'est la vitesse de la barre qui crée de la puissance. Et vu qu'en power, la charge est tellement lourde qu'on ne peut pas déplacer la barre vite, le mouvement ne génère pas de puissance. Mais ça ne veut pas dire que le powerlifter n'est pas puissant. Améliorer les qualités athlétiques telles que la vitesse, la détente et la force des membres inférieurs. Bon, il y a 1 million de travaux qui montrent que ça fonctionne assez bien. Voilà, que si vous faites de l'haltérophilie, vous allez progresser sur tous ces facteurs-là. Et ces facteurs-là, c'est des facteurs de performance dans notre activité. En gros, l'haltéro, ça permet de renforcer son extension de hanche
et en plus la triple extension, donc vous pouvez retrouver ici, qu'on voit lors d'un sprint, qu'on voit lors des mêlées, qu'on voit lors des jumps, qu'on voit lors d'un lift. Bon, c'est une coordination qui est assez présente et donc c'est assez intéressant. Le problème, et là je suis désolé pour je m'excuse par avance pour tous les fans d'arracher fesses collées au sol, qui s'entraînent avec des chaussures à talonnettes et en leggings, mais le joueur de rugby, c'est pas un haltérophile. Et d'ailleurs, avec tout le respect qu'on doit à ce sport, c'est un sport olympique, c'est un sport avec 2 mouvements qui demandent des heures et des heures d'entraînement, et on ne peut pas dire qu'on fait de l'haltérophilie. Et en plus, pour moi, il y a 2 grosses problématiques de l'haltéro dans le rugby. La problématique technique, c'est-à-dire que je pense qu'en tant que préparateur physique, il faut toujours se poser cette question-là que je vous ai mis ici. Quels sont les gains en termes physiques par rapport au temps que ça me coûte et quels sont les gains par rapport au risque que j'ai à pratiquer. Et la deuxième problématique, c'est la spécificité. Et je vais y revenir ensuite. Alors, adapter l'haltéro pour faire de meilleurs joueurs de rugby et pas des meilleurs haltérophiles. Ça, c'est vraiment important pour moi. J'ai aucune prétention en haltérophilie, bien loin de là. Je suis absolument pas spécialiste. Mon domaine à moi, c'est de faire progresser des joueurs de rugby et je pique des petits morceaux dans ce que je comprends ou pense comprendre de ce sport et voilà, et qui me paraissent intéressants. Comme je l'ai écrit, les recommandations suivantes ne représentent que mon avis. Et bien sûr, dans l'entraînement, tout est possible tant que justifié et justifiable. Voilà. Désolé pour les pros haltéro. Donc, la problématique technique numéro 1, ça va être sur l'arraché. Pour moi, c'est un mouvement qui a une demande technique trop importante pour un joueur de rugby. C'est une demande technique qui est hyper compliquée, surtout sur la phase finale, et ça demande une mobilité d'épaule qui est hyper importante et qui est souvent non atteignable par un joueur de rugby. La zone épaule, comme Max et Pierre l'ont bien présenté, c'est une zone critique un peu sur le joueur de rugby, puisque c'est la zone numéro 1 des collisions. Et en fait, du coup, cette zone, on a tendance à énormément la renforcer, et c'est bien, parce que ça lui assure une stabilité. Mais du coup, c'est une zone qui est souvent hypertrophiée, et quand même, faut pas mentir, on y perd généralement un peu de mobilité, aussi lié au nombre d'impacts. Et du coup, avoir un mouvement qui requiert une telle demande en mobilité, c'est pas très, très adapté pour des joueurs de rugby. Les alternatives que je vous proposerai pour remplacer l'arraché, ça peut être les tirages hauts d'arraché, parce que ça fonctionne très bien. On va retrouver la triple extension et que ça permet d'utiliser des charges relativement lourdes et à des vitesses un peu plus rapides que l'épaulé. Alors, est-ce que ça marche? Si je fais ça, j'ai fait, voilà. J'ai basculé. Non, vous n'avez pas la bascule sur le Robin. Dis-moi, Romain. J'avais fait, j'ai changé de fenêtre et du coup, je voulais Alors, non, partager mon écran le partage d'écran ne fonctionne que sur le document que tu as sélectionné. sur le doc. Ouais. Bon, alors tant pis, je reviens à la présentation, j'ai sorti des vidéos. Donc, les tirages hauts, c'est une super alternative. Je vous conseille de faire des tests sur l'arraché force. Donc, c'est-à-dire sans mouvement ni de pied, il n'y a pas de flexion ni de pied. Et ça peut se faire très bien départ des hanches aussi. Et c'est un super exercice pour la rotation externe de l'épaule. Donc, en fait, c'est du travail comme ça. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en plus, le fait que la charge soit assez faible, il n'y a pas de problème de stabilisation. C'est-à-dire que je vais pas avoir, même si j'ai une trajectoire en ellipse, vu que la charge n'est pas lourde et qu'il n'y a pas trop de vitesse, je ne vais pas me faire embarquer, je n'ai pas besoin d'avoir une mobilité parfaite d'épaule. Ensuite, la variation arrachée avec halter est vraiment la plus simple techniquement et elle permet beaucoup de variations, beaucoup de positions de départ. On peut faire du cycling dessus. C'est vraiment intéressant, surtout si on a besoin de volume. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Ouais, c'est Ouais, bon. super. Merci, pardon, Ouais. parce que j'ai plus. Désolé. Alors, hop. La problématique du jeté. À la base, ça serait un super exo.
On se dit un exercice qui part du membre inf, qui transfère au membre supérieur, ça nécessite un engagement du corps, c'est super intéressant pour tous les sports. Et en fait, la grosse problématique du jeté, c'est cette portion-là. Je ne sais pas si vous voyez sur ma souris. Quand vous allez avoir la phase de descente, pour maintenir un buste droit aligné, ça demande une mobilité sur cette zone-ci qui est juste phénoménale. Et on en revient exactement à la même explication que tout à l'heure sur l'arraché. Nous, c'est une zone qui est particulièrement développée chez les joueurs de rugby. Donc, pas de bras, pas de chocolat. Quand vous avez des biceps de 45, c'est compliqué de se passer le poignet au-dessus de l'épaule. Et je ne parle pas de la mobilité au niveau dorsal et du grand dorsal et des triceps qui empêchent de monter le coude. Donc, on a un vrai problème et de sécurité et de placement pour avoir une descente buste droit. Et la réception en fente, c'est aussi un vrai problème pour les joueurs de rugby. Déjà, c'est très technique, c'est super dur à maîtriser. Et là, le temps d'apprentissage par rapport au temps au gain, il est juste pardon, j'ai perdu la connexion. Il est juste super défavorable. Les alternatives que je vais vous proposer, moi, ça serait d'utiliser du jeté nuque. Donc, le jeté nuque, en fait, vous allez juste placer la barre derrière. Et c'est super intéressant pour les joueurs de rugby pour plusieurs raisons. Déjà, en termes d'apprentissage technique, ça va 10 fois plus vite parce que ça repart sur les bases d'un squat arrière. Le squat arrière, généralement, les joueurs, c'est la première chose qu'ils apprennent en salle de musculation. Donc, c'est assez bien maîtrisé. Et en plus, ça permet d'avoir un accent un peu plus important sur la partie fessier et chaîne postérieure en général, puisque vu que la barre est placée derrière, ça va tolérer une plus grande angulation du tronc vers l'avant. Et du coup, une rotation, de flexion de hanche un peu plus importante et donc un recrutement des extenseurs de hanche un peu plus important. Je vous propose aussi d'utiliser les jetés avec haltères, qui sont une bonne alternative, parce que ça permet de travailler dans le plan de l'omoplate. Donc, en fait, ça permet de respecter cette position-là et d'avoir surtout cette rotation qui permet de travailler toujours dans le plan de l'omoplate, respecter l'épaule. La problématique du travail avec les haltères, ça va être la stabilité. C'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que ça va permettre de travailler tous les muscles structurels et les fixateurs de l'épaule. L'inconvénient, ça va être l'utilisation des charges, donc la problématique de stress. Dernière problématique technique, pour moi, c'est les chutes. Très honnêtement, j'y vois très peu d'intérêt pour un joueur de rugby. Pour moi, la chute, c'est un artifice qui a toute sa place dans le sport d'haltérophilie, puisqu'il permet artificiellement, j'écris, d'augmenter la charge qu'on va déplacer, puisque la barre ne va pas monter plus haut, mais c'est nous qui allons descendre plus bas pour aller la chercher. Mais dans un sport comme le nôtre, où ce qui nous intéresse à prendre dans l'haltérophilie, c'est la triple extension, il n'y a pas trop d'intérêt d'ajouter un mouvement de chute pour aller utiliser des barres plus lourdes, puisque toute la partie potentiellement bénéfique pour nous, elle a déjà été faite avant. Le seul intérêt qu'on pourrait y voir, ça serait dans cette gestion du stress excentrique, c'est-à-dire apprendre à encaisser des forces. La problématique pour moi, c'est d'être capable de le faire encore une fois avec une position de rack propre et qui demande une mobilité qui est souvent non atteignable, encore une fois, par les joueurs de rugby. Demande une position de squat complet qui n'a pas grand-chose à voir avec les amplitudes de course, de plaquage et tous les gestes athlétiques. Et on sait quand même qu'il y a une histoire de notion de transfert. Il y a la notion de correspondance dynamique qui est assez importante, c'est-à-dire que si on veut du transfert, il faut quand même qu'il y ait un respect des amplitudes. Donc, aller travailler dans des amplitudes assez extrêmes, comme on le voit sur la photo à droite, ça a peu de transfert direct sur des amplitudes de course qui sont beaucoup plus faibles. Pour remplacer ce travail excentrique qui pourrait être bénéfique, il suffit simplement de faire du travail de saut en atterrissage, ça fonctionne très bien, ou alors des squats sautés avec des charges beaucoup plus simples à mettre en place et en plus qui respectent un peu plus les amplitudes liées au terrain. Pour moi, les alternatives, c'est les mouvements debout, qu'on appelle en power en anglais, parce qu'il y a moins de freinage, parce que ça permet vraiment de se concentrer sur l'explosion au niveau de la hanche et ça permet de respecter le principe d'accélération compensatoire. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que si on
n'est pas spécialiste de l'haltéro et qu'on doit aller chercher une barre chutée, il va se passer deux choses. Soit on se concentre sur sa chute et on n'a pas d'extension complète, soit généralement on met une extension complète et la barre monte trop haut et nous on chute et du coup on se fait écraser par la barre à sa réception. C'est-à-dire que la barre elle dépasse le point où moi j'ai chuté et du coup elle a une phase de descente, on la prend dessus et on a souvent échec et en plus on risque de se faire mal. Donc très honnêtement c'est quelque chose qui pour moi en termes de risque-bénéfice n'est pas favorable aux joueurs de rugby. Les problématiques de spécificité. Le rugby, c'est un sport avec des sauts, avec des sprints, et on sait quand même ce qui est assez important et redondant dans ces gestes-là, c'est la chaîne postérieure, c'est-à-dire fessier, ischio-jambier. Le premier tirage d'haltéro, si je vous ai mis la photo à droite, il y a 0 modification de l'angle de la hanche. C'est-à-dire que toute la première partie du tirage se fait quasiment exclusivement avec une extension du genou. Donc, travail fort sur la chaîne antérieure, donc moins intéressant, moins transférable à une activité athlétique. L'alternative que je vous propose, c'est de travailler un petit peu plus dans cette position-là, c'est-à-dire départ des genoux, et pourquoi pas, on le verra après, avec des travails de contre-mouvement. L'avantage de démarrer aussi au niveau des genoux ou plus haut, c'est qu'on élimine tout le passage des genoux, donc toute cette zone un peu compliquée aussi techniquement, et ça permet de gagner du temps sur le travail avec l'athlète et de se focaliser sur cette zone-là, où là, on va avoir le redressement du tronc, et là, on va avoir l'extension forte de hanche, et c'est cette partie-là, avec la triple, qui va aussi mettre la triple extension, qui va être la plus transférable à nos activités athlétiques. Problématique de spécificité numéro 2, en sport, quasiment toutes les actions, elles se font avec un pré-stretch. C'est-à-dire que si vous regardez même un départ en sprint, et on va avoir un pré-étirement de la chaîne postérieure avant de partir. C'est-à-dire que le joueur il va pré-engager son bassin vers l'arrière avant de se projeter vers l'avant. Si je dois lancer un objet, je vais tirer ma main vers l'arrière naturellement avant de le balancer vers l'avant. Pareil, si je dois sauter, je vais fléchir mes hanches avant de sauter. Donc, en sport, quasiment toutes les actions, elles se font avec un pré-stretch parce que simplement, l'utilisation du pré-stretch permet de créer un mouvement plus puissant grâce à l'énergie élastique. Tous les mouvements au départ du sol suppriment totalement, presque totalement, parce qu'on a cette pré-extension de jambe qu'on peut faire avant de se placer sous la barre, suppriment presque totalement ce pré-stretch et donc sont moins transférables sur les activités athlétiques. Pour moi, ce que je vous proposerais, c'est d'utiliser des semi-techniques avec contre-mouvement, où on descend la barre pour créer une phase excentrique avant de la remonter. Alors, je vous ai mis, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais. Vous voyez, ça, c'est j'appelle ça cheat high pull. Donc, on a un pré-étirement au départ qui permet d'emmagasiner de l'énergie élastique. Et du coup, théoriquement, ça permet d'accentuer la vitesse de barre et de produire plus de puissance. Et surtout, vu qu'on respecte les coordinations qu'on va retrouver sur le terrain, c'est-à-dire un pré-stretch avant l'action, on a plus de chances que le transfert se fasse. L'utilisation d'un mouvement triché, c'est-à-dire au lieu de définir un point de départ, c'est-à-dire, admettons, je ne demande pas à mon athlète de partir du genou, mais je vais lui dire de partir de ses hanches et de juste faire un pré-stretch, et peu importe l'amplitude de descente, permet de respecter tout ce qui va être préférence motrice. Je ne vais pas aller plus loin, mais ça va lui permettre, lui, de choisir, entre guillemets, l'amplitude de pré-stretch qu'il désire avoir. On sait que c'est lié en fonction de la typologie musculaire. Et donc, si je respecte ses préférences motrices, lui, quand il sera sur le terrain, il les respectera aussi forcément, puisque son corps va toujours s'adapter à ce qui va être le plus facile pour lui. Et donc, on s'entraîne comme on joue. Pardon. Dernier problème de spécificité, la verticalité. Donc, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit avant, mais le rugby, c'est un sport à dominante de force. Les mouvements verticaux, plus on avance, plus on devient expert dans son sport et plus on devient fort physiquement, moins les mouvements verticaux transfèrent sur les activités athlétiques horizontales. Donc, en fait, si je suis un débutant, je peux faire un petit peu tout, ça va très bien fonctionner. Plus je vais devenir expert, plus il va falloir que j'aille chercher quand même de la spécificité. Tout ça, c'est encore lié avec le principe de correspondance dynamique.
Les exercices à dominante verticale, ils peuvent améliorer les sprints, ça fonctionne. On a plein de travaux qui le montrent. Par contre, ça fonctionne assez peu sur les changements de direction. Et vu qu'on fait des sports majoritairement d'évitement, voilà, donc il faudrait trouver des mouvements un petit peu plus spécifiques pour aller essayer d'améliorer ces changements de direction qui sont quand même des facteurs de performance très importants dans notre sport. Les alternatives que je vous propose, c'est d'ajouter des mouvements à vecteurs de force horizontaux, donc tout ce qui va être type thrust, poussée de crawler, tirage de chariot, et tout ce qui va être dans le plan latéral, donc les Cossack squats, pliométrie latérale, voilà, il y a 1 milliard de possibilités. Après, sur tout ce que je vous ai présenté avant, il faut aussi le modérer un petit peu, c'est-à-dire que je vous ai écrit ça, c'est si pour une raison ou pour une autre, un joueur voulait absolument faire uniquement de l'haltérophilie, je pense que s'il progressait dans ses mouvements d'haltéro, il deviendrait un meilleur joueur. Ce que je vous ai présenté avant, c'est un petit peu le biais du préparateur physique, c'est de chercher toujours la somme de détails. Et il faut rester assez humble. Si on prend un mec qui fait 100 kilos à l'épaulé et qu'à la fin de la saison, il fait 130, il y a de fortes chances quand même qu'on l'ait transformé en meilleur joueur, même s'il a fait que de l'épaulé départ du sol. Je vous encourage aussi, comme elle disait Pauline, à utiliser des capteurs de puissance, notamment si vous utilisez des dérivés avec des tirages. La problématique des exercices avec les tirages, c'est que ça ne standardise pas les amplitudes de mouvement. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de savoir, surtout à l'œil nu, c'est assez compliqué de savoir si c'est moi qui ai tiré la barre plus haut ou si c'est moi j'ai descendu mon buste. Et du coup, ça pose un problème en termes de progression. Donc, l'avantage des accéléromètres, c'est qu'ils vous donnent l'amplitude de mouvement et surtout, ils vous définissent une vitesse à une charge définie. Donc, on peut savoir si on a gagné en vitesse. Est-ce qu'à la même charge, c'est qu'on a progressé. Petit truc que je vous ai mis en plus, c'était les coordinations spécifiques aux zones de combat. C'est quelque chose qui est assez important pour moi, sur lequel je fais un peu focus. C'est que dans la majorité des zones de lutte, tout ce qui va être technique d'arrachage de ballon, soulever un adversaire, je vous ai mis, c'est toujours un mouvement d'extension de hanche associé avec un tirage. Et c'est quelque chose que j'aime bien retranscrire dans mes entraînements. Et là, on peut utiliser des dérivés d'haltérophilie. Je vous ai mis faire des soulevés terre jambes tendues et accélérer à la fin du soulevé terre jambes tendues pour faire un tirage haut. C'est des choses que j'aime bien et qui fonctionnent assez bien. On va passer à l'apprentissage. Je ne vais pas tout détailler parce que ça serait très long, mais moi, ma vision pour l'apprentissage chez les catégories jeunes, c'est du haut vers le bas, donc des hanches vers le mouvement chuté. Vous allez me prendre pour un fou, alors qu'avant, j'ai dit que ce n'était pas intéressant d'avoir le mouvement chuté, mais je pense que dans un plan de développement, là, par contre, c'est très intéressant puisqu'on a du temps et c'est un super moyen pour travailler la mobilité. Et que dans tous les cas, pour les jeunes catégories, plus on est capable d'avoir un panel de mouvements important, plus quand il va falloir le resserrer, ça sera facile et on sera performant. En saison, je vous donne juste un exemple sur ce que je peux faire sur mes joueurs avant, donc ceux qui sont dans la mêlée, qui ont les besoins un peu plus élevés sur le versant force-puissance. J'ai souvent, dans l'année, j'ai 2 fois d'utilisation d'haltéro, ce qu'on pourrait appeler d'haltéro. Une première séance de départ du sol, et là, vous allez vraiment dire, il est vraiment fou puisqu'il nous a dit d'avant de ne pas le faire. L'avantage du départ du sol, c'est qu'il y a du travail de RFD, c'est-à-dire qu'on a du travail purement concentrique. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on a des joueurs avant qui ont cette nécessité, par exemple sur le travail de mêlée, où on a un gros besoin d'être fort en une fois et de développer un taux de développement de la force important. Et puis, il y a autre chose qui est très important, c'est que pour les joueurs de rugby, dans la culture, le power clean, c'est le mouvement d'haltéro et c'est de cette manière-là qu'on développe de la puissance, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, je vous ai exprimé mes arguments avant. Mais pour coller aussi à la culture, j'aime bien pas tout changer en une fois et amener ma vision progressivement. Donc du coup, pour les avants, je garde une séance où ils vont maintenir un mouvement départ du sol classique pour coller à leur représentation. Sur la deuxième sollicitation, là par contre, je vais avoir beaucoup de travail avec de l'épaulé départ genou et là contre-mouvement et pour reprendre tout ce que je vous ai expliqué en amont avec les mouvements trichés. Et là, on sera à match -2, donc c'est assez intéressant pour moi à ce moment-là.
Ça, c'est des exemples. J'utilise aussi l'haltérophilie, les dérivés d'haltérophilie sur la planification triphasique. Ça marche très, très bien. Donc, avec des variations de tempo, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et moi, j'aime bien utiliser. En réathlétisation, pour conclure, la problématique, c'est que c'est des mouvements polyarticulaires, c'est ce que j'écrivais, et qui sollicitent quasiment obligatoirement la zone lésée. C'est-à-dire que même si vous avez une épaule, c'est compliqué de faire de l'haltéro. Si vous avez un genou, c'est compliqué de faire de l'haltéro. Donc, comme elle a très bien expliqué Pauline, ça vient à la fin du continuum de réathlétisation. Pour moi, une variation que j'aime bien utiliser, c'est les épaulés 2 haltères assis sur banc. Alors, vous n'avez pas la vidéo, vous n'avez que la photo, mais ça permet de commencer à remettre du travail d'extension de hanche sans solliciter les genoux ou les chevilles, puisqu'on est en appui sur le banc. Et c'est assez intéressant. Puis en plus, ça travaille vos biceps. Donc, les joueurs de rugby aiment bien. Ça, c'est plutôt cool pour l'adhésion. Je vais vous présenter une petite frise avec une progression sur les charges basses vers les charges élevées en réathlé. Donc, je vous ai placé les mouvements en fonction de la charge qui permettait de déplacer. Donc, on part de l'épaulé force départ des hanches. Donc là, qui est le mouvement qui va permettre d'utiliser le moins de charge pour aller au tirage d'épaulé départ des genoux. Donc, mid-tight clean pull, où là, on va pouvoir avoir des charges ultra importantes puisqu'on est sur une amplitude réduite. Donc, l'idée, c'est qu'en fonction de l'avancée de la réathlétisation, moi, ce que je fais, c'est que je vais piocher dans ces exercices pour aller de la basse vers l'élevé. Ça, c'est en termes de charge. En termes de vitesse, c'est la même chose. On peut créer une progression. Donc, je vous ai placé des mouvements pareils en fonction de la vitesse qui permettent d'avoir. Donc, on reprend au départ l'épaulé force pour finir sur les jump strong qui sont qui sont les mouvements qui permettent de créer le plus de vitesse parce qu'en fait, c'est tout simplement un saut avec une barre dans les mains. Tout ce qui va être barbell cycling aussi peut permettre de générer des vitesses assez importantes, mais créer des stress excentriques très élevés, donc à manipuler avec précaution. Comme je vous l'ai écrit en bas, toutes les variations, on peut faire la même chose. Là, je me suis parti sur l'épaulé, mais on peut faire la même chose avec l'arraché, si jamais vous en aviez envie. Et toutes les variations d'arraché, elles sont plus rapides que les variations d'épaulé. Enfin, comment on va du général vers le spécifique? Donc, on partirait de l'épaulé force, qui est très général, c'est presque un mouvement de musculation, on va dire, traditionnel, qui pourrait s'apparenter à un peu mouvement de bodybuilding, c'est un curl pronation, quoi. Et pour finir avec des épaulés et une jambe, en se projetant vers l'avant, donc ça s'appelle les Bosch clean. Donc là, on va retrouver un hips lock qui va être spécifique à la course. On va avoir un mouvement qui est beaucoup plus spécifique puisqu'il va y avoir un déplacement vers l'avant et qui va permettre d'utiliser le pré-stretch. Donc à la fin, on va retrouver toutes les caractéristiques qui vont nous permettre d'être proche d'un transfert terrain. Petite conclusion, et je ne vous embête pas plus longtemps. Pour moi, bien que ce soit un outil fantastique, si on ne le maîtrise pas, il y a absolument aucune obligation à l'incorporer dans la préparation physique d'un joueur de rugby. Avec des sauts, avec des squats sautés, avec du sprint, avec des prowlers, il y a complètement moyen de faire sans. La problématique principale de l'haltéro, c'est que c'est compliqué à coacher. Trouver des cues efficaces, c'est assez dur. Je vous recommande le livre de Nick Wilkelman là-dessus si vous êtes en panne d'inspiration. Et je pense que vraiment, si vous voulez l'inclure dans votre préparation, c'est essentiel de pratiquer sans être forcément, je vous ai mis, pas besoin d'être un champion, mais si on ne pratique pas, on ne peut pas être performant à le transmettre aux autres. Une activité comme ça qui demande en plus du feeling, donc c'est assez important. C'est tout bon pour moi. Okay. C'est bon là, vous voyez le document? Ouais. Tout